Bonjour à tous. Alors, donc, je vais me présenter. Je suis Jean-Sébastien Weir. Je suis maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Donc, je suis sociologue. On a reçu un mail, on nous a invités, je crois que c'est Teresa, si je me souviens bien, qui a demandé à moi et mes collègues si on pouvait présenter quelque chose, puisque la thématique du Wood cette année portait notamment sur la question de l'éthique. Donc, c'était pas évident pour moi. Je savais pas trop quoi vous présenter. J'ai pris le parti en fait de problématiser un peu le rapport qu'on peut avoir, enfin que je peux avoir moi avec mes collègues dans le domaine de la recherche vis-à-vis de l'éthique. Et donc vous présenter sur un cas particulier comment en fait une approche socio-ergonomique, en mélangeant un peu voilà une approche un peu interdisciplinaire entre la sociologie et l'ergonomie, peut permettre au final de traiter des questions éthiques sans vraiment rentrer directement dans des réflexions autour de ça. Donc, je prendrai un cas particulier, c'est le cas des fake news, voilà, parce qu'on en parle beaucoup, et puis on est en train de faire il y a une loi qui est passée dessus, et justement, ça permet de réfléchir un peu à cette manière dont on peut aborder l'éthique quand on s'intéresse à la question de la conception et des usages des technologies de l'information et de la communication. Donc, cette question de l'éthique, déjà, pour un scientifique, enfin, pour un chercheur, elle pose un peu un problème dans le sens où bien c'est une question morale, en gros. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou mal, quoi. Est-ce que les technologies qu'on conçoit, eh ben, elles sont plutôt bénéfiques ou elles sont plutôt, voilà, elles permettent de nous constituer un monde commun qui est plutôt intéressant ou pas, plutôt correct ou pas. Donc, cette question de l'éthique, par exemple, aujourd'hui, je pense que vous en avez tous entendu parler. On l'aborde beaucoup, notamment en rapport à l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu tout ça, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a une espèce de renouveau, c'est-à-dire qu'elle est ancienne, elle existe depuis longtemps. C'est une discipline scientifique qui est née dans les années 50. Aujourd'hui, voilà, on présente ça un peu comme une technologie, mais ce retour, il est notamment lié au fait que, eh bien, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données à traiter. Il y a eu un mouvement Big Data qui s'est mis en forme à partir de 2011. On a beaucoup de données à traiter. On attend de ces technologies qu'elles nous permettent finalement, à nous, humains, d'utiliser ces données et de les valoriser, de pouvoir faire des affaires à travers ça. Donc, la question de l'éthique au niveau, par exemple, de l'intelligence artificielle, mais du numérique d'une manière un peu générale, on se demande est-ce qu'elle est juste, par exemple, l'intelligence artificielle, la question des biais, vous en avez entendu parler, j'imagine, l'idée qu'en fait, ces technologies, eh bien, par exemple, Amazon avait développé une technologie d'intelligence artificielle pour sélectionner les CV. Et en fait, il se trouve que cette machine, eh bien, comme elle avait développé, enfin, elle avait appris à partir des bases de données déjà existantes, eh bien, on voyait que la machine avait reproduit le biais qui était le biais des recruteurs qui avaient sélectionné ces bases de données. Donc, on a aussi la question de l'explicabilité, par exemple la transparence. Il y a Transalgo qui, il y a quelques années, avait mis en avant l'idée qu'il était important de comprendre les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on était en train de les développer. Ces technologies de deep learning et ces technologies, on ne comprend pas bien comment elles fonctionnent. Mais il y a aussi tout un tas d'autres questions, par exemple sur le travail. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle participe à favoriser le travail sur le plan quantitatif ou pas? Souvent, on dit que ces technologies, eh bien, elles vont se substituer finalement aux salariés, ou alors est-ce qu'elles permettent d'améliorer le travail? Elles le rendent plus sympathique, plus agréable à réaliser, voilà, ou non. On a les mêmes questions dans le domaine de l'éducation. Nous, on le sait bien en tant qu'enseignants. On est en train, il y en a certains collègues qui pensent à développer des chatbots, des systèmes de recommandation pour pouvoir aider les apprenants à suivre les cours en ligne. On a des questions aussi autour de la créativité. Les musiciens utilisent ces technologies. Voilà, on ne sait pas. Est-ce que toujours la même question? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? On continue de se poser ces questions encore aujourd'hui avec ces applications-là. Donc, le numérique, en gros, il est pervasif, c'est-à-dire qu'il traverse un peu toutes les sphères sociales. Et du coup, se poser la question un peu éthique autour du numérique, mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est une question assez large, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est pas facile, quoi. Et puis, d'un côté, en plus, quand on est sociologue, on se rend compte qu'il y a des perspectives technophiles avec voilà, des personnes qui nous disent bon, ça va être plutôt mal, etc. Ou alors des perspectives technophiles, des personnes qui nous disent le numérique, c'est plutôt bien, souvent les promoteurs.
Et puis d'autres qui nous maintiennent des perspectives un peu technophobes et qui nous disent que bon, voilà, le numérique, ça participe plutôt à un développement qui est plutôt négatif. Et en fait, bon, ces questions-là, c'est parce que, du point de vue du sociologue, ou du point de vue, je pense, de l'ergonome aussi, ou peu importe, du chercheur en sciences humaines et sociales qui s'intéresse à ces questions, eh ben, ça n'a pas de sens de dire le numérique, c'est bien ou mal, quoi. Est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique? Ça n'a pas de sens. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, moi, il y a un chercheur que j'aime bien sur ça, que les ergonomes connaissent normalement, c'est André Tricot, qui a travaillé notamment sur le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement, et qui montre bien qu'en fait, effectivement, ben, ça dépend. Hein. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est pas. Et puis après, il y a un autre problème, hein, quand on est chercheur, se poser ces questions un peu de l'éthique, est-ce que c'est bien ou mal? C'est difficile parce que, eh bien, on sait qu'il y a le paradoxe des conséquences, hein, c'est-à-dire que parfois on croit faire le bien, hein, quand on est concepteur ou qu'on participe ou qu'on accompagne en tant que chercheur. Moi, j'accompagne les acteurs dans la conception des technologies qu'ils développent. Eh bien, il y a toujours ce paradoxe des conséquences qu'en fait, il y a des effets pervers, des fois des effets négatifs qu'on n'avait pas pensé. C'est-à-dire, dans notre tête, on se dit, ah ben tiens, ça va être super, ce qu'on va développer. Et puis, en fait, dans les usages, eh bien, on ne peut pas tout anticiper. Parfois, on pense faire le bien, et puis, en fait, on ne le fait pas. Donc, cette question de l'éthique, elle est difficile. En même temps, si on regarde un peu les chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine, hein, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais je prends ça juste comme un exemple, hein. Si vous connaissez Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, ou Jean-François Bonnefond, eh bien, vous voyez bien que tous les deux ont travaillé, hein, sur le rôle de l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ils ont travaillé, ils ont cherché à essayer de prêter une morale aux machines, hein. Donc, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, en gros, hein, si on voit un peu comment ils font, on voit qu'il y a deux grandes conceptions, hein. Il y a une première conception où on se dit, ben, tiens, si on veut réfléchir sur le caractère éthique des technologies qu'on développe, eh bien, il faut qu'on prenne la grande littérature, qu'on regarde les auteurs classiques qui ont traité de la question morale, et puis on essaie d'appliquer ça à nos problématiques. C'est ce que fait Jean-Gabriel Ganassia, par exemple. Et du coup, ensuite, on peut implémenter, par exemple, des principes moraux dans le fonctionnement des machines. D'un autre côté, on a Jean-François Bonnefond et ses collègues. Ils pensent que l'idée de dégager une morale experte, ça n'a pas tellement de sens. Pour eux, ils pensent qu'en fait, il faut saisir la morale des individus, quoi, hein. Chacun d'entre nous. Quelque part, on a une espèce de rapport naïf à la morale. Il y a certains spécialistes de la psychologie évolutionniste qui défendent même l'idée qu'on aurait des principes moraux comme ça, un peu hérités de la nature, un peu inné, quoi. Alors bon, c'est très débattu, hein. C'est pas pour ça que je mets ça en avant. C'est simplement pour dire qu'en fait, on peut avoir deux perspectives, hein. Soit on regarde un peu, on essaie de dégager une morale experte, soit on regarde un peu la morale naïve des gens et on fait confiance à l'une ou à l'autre. L'idée que je voudrais défendre là, c'est que si on fait normalement une bonne enquête ou une bonne étude en sociologie, en ergonomie, qu'on essaie de croiser un peu ces deux disciplines, moi, à mon avis, hein, on peut dégager, hein, quelque part des questionnements, hein, qui déjà on dégage des connaissances, hein, on comprend mieux comment ces technologies elles sont conçues et elles sont utilisées, mais on peut aussi dégager des questionnements, hein, sur les aspects moraux, justement pour questionner et pour articuler un peu, hein, à la fois les dialogues qu'on peut avoir entre les experts de la morale et monsieur tout le monde, quoi, hein, et cette morale naïve qu'on exerce tous au quotidien. Donc déjà, un premier point pour comprendre un peu, là je vais développer, hein, quelques points, hein, sur la manière dont on peut aborder la problématique des fake news, qui est aussi une question qui renvoie à une question éthique. C'est un cas particulier simplement pour montrer comment, en articulant un peu les disciplines, on peut arriver à voir les choses un peu différemment et sans rentrer dans les débats, dans les grands débats éthiques, hein, simplement en essayant de bien comprendre, hein, et de bien exercer bon, la discipline scientifique, les sciences humaines et sociales, eh bien, on peut amener à se poser des questions, hein, qui font émerger effectivement des questions d'éthique, ouais, comme ça. Et donc alimenter les débats. Et puis on peut avoir des points de vue, du coup, on peut creuser, quoi, un peu, hein, pour faire avancer les choses à ce niveau-là. Donc déjà, on sait qu'il y a un contexte, hein, en gros, hein, aujourd'hui, la problématique des fake news, elle s'insère notamment dans le développement des réseaux sociaux, hein. Ces réseaux sociaux, on sait qu'ils sont conçus, il y a des machines, hein, il y a des dispositifs d'intelligence artificielle qui nous présentent en fait des informations qui sont associées à des principes de réputation, à un fonctionnement économique et politique, hein, qui consiste finalement à économiser l'attention des utilisateurs.
Et on sait que ça, hein, cette espèce d'économie de l'attention qui est en train de se produire, eh bien, pose un certain nombre de problèmes. Alors, si on est économiste, si on est psychologue ou si on est sociologue, on comprend le problème un peu différemment, hein. Et justement, souvent, c'est entre, quelque part, les tensions éthiques eh bien, elles peuvent émerger hein, quand on essaie de croiser les différentes disciplines. Par exemple, pour un économiste, la problématique de l'attention, c'est comment on l'explore et comment on l'exploite pour favoriser les affaires. Pour un ergonome, c'est plutôt, hein, je vais très vite, hein, comment on fait pour protéger l'attention des utilisateurs. Et pour un sociologue, eh bien, on se dit, est-ce que cette attention, finalement, cette économie de l'attention, elle participe à instituer des structures de normativité qui font problème? Et si on croise un peu tout ça, hein, souvent c'est ce que font les acteurs, c'est à l'intérieur de tout ça qu'on essaie de développer nos applications. Et donc, c'est là qu'il y a des tensions, justement, éthiques et morales qui sont produites, quoi. Donc, dans le cas des fake news, par exemple, hein, on sait que c'est fake news. Donc, il y a une loi qui a été adoptée et promulguée en 2018. Puis, on se peut se dire hein, intuitivement, hein, moi, bon, si je réfléchis pas trop, je me dis, bon, ben, c'est peut-être pas mal, hein, parce que finalement, ces fake news, ils portent atteinte à la démocratie, hein. C'est l'idée que, bon, si on l'a vu, par exemple, avec le Covid-19, bon, voilà, il y a une espèce de complotisme qui peut se développer, qui renvoie des mauvaises informations. Ça ne permet pas de prendre une bonne décision collectivement, hein. Et donc, on peut le percevoir comme ça. On se dit, bon, mais c'est bien, éthiquement, c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi alors elle est si controversée? Parce que cette loi est quand même fortement controversée. Eh bien, déjà, faut reprendre un peu une perspective historique, hein. Quand on est sociologue, c'est comme ça. Pour bien comprendre déjà, si on veut traiter un peu le problème du traitement de l'information et de la manière dont ces fake news participent hein, font qu'on produit des connaissances collectives qui sont problématiques, il faut comprendre un peu le contexte. Et déjà, les fake news, elles ont toujours existé, hein. Les rumeurs, il y en a eu depuis tout temps, hein, donc ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, les fake news, c'est un terme qui a été très popularisé par Donald Trump, notamment. C'est dans un contexte, les États-Unis, etc. Et c'est un argument qui a été mobilisé finalement pour disqualifier hein, les gens qui étaient plutôt du contre-pouvoir, entre guillemets. Aujourd'hui, les fake news, par exemple, on l'a vu, ce terme beaucoup mobilisé aussi pour vis-à-vis du complotisme, hein. C'est-à-dire que bon, on a souvent, ça a été associé avec le complotisme et notamment, par exemple, sur l'histoire des vaccins, etc. Et ces fake news qu'on peut voir, hein, il y a un collègue là, Benoît Giry, qui a travaillé sur ces questions et qui montre qu'en fait aussi l'utilisation du fake news, hein, la fake news a une réalité, hein, effectivement a des effets qui sont négatifs, mais l'utilisation qu'on en fait, il y a une utilisation aussi sociopolitique, hein. C'est-à-dire qu'on l'utilise, encore une fois, le terme pour discréditer, hein, quelque part. Ah ben, toi, voilà, tu critiques la mise, je sais pas, donc les mesures qui sont mises en place pour le gouvernement pour finalement eh bien, gérer la crise sanitaire, eh ben, on va dire que tu es complotiste et que tu balances des fake news. Donc, pour alimenter un peu ça, déjà, cette idée, c'est que quand on y réfléchit bien, les fake news, la définition formelle des fake news, elle n'est pas simple, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une fake news ou pas? Donc, on a des acteurs qui décident, par exemple, on a les décodeurs hein, de Le Monde qui décident, dans le journal Le Monde, qui décident, qui regardent, et en fait, si on regarde bien, en fait, il y a des grains, hein, il y a des informations qui sont plus ou moins fausses, hein. Et dans les fake news, il y a des éléments qui sont vrais aussi, souvent. Et ensuite, on a aussi une autre façon hein, de définir les fake news, c'est en utilisant, par exemple, sur Facebook, les avis de tout un chacun, hein. C'est-à-dire que vous tous, vous pouvez déclarer que cette news, elle est fake ou pas. Donc ça renvoie aussi à vos propres catégories d'entendement, hein. Est-ce que c'est, vous voyez, c'est pas une définition très claire, quoi, très précise, c'est un peu de la construction, un peu comme ça, quoi. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, on peut voir que ces fake news aussi, il y a une espèce de panique morale qui se construit autour de ça, hein. Quand je dis ça, je ne dis pas que ce n'est pas problématique. C'est problématique, les fake news, bien sûr que oui. Mais en même temps, quand on regarde, c'est 0, enfin, dans le cas de la campagne de Donald Trump, hein, c'est 0,006% des informations qui ont été partagées sur Facebook. Donc, on nous dit, les fake news ont été partagées 8 millions de fois. On a l'impression que c'est énorme, mais quand on a l'habitude des données d'Internet, c'est tout petit, 8 millions, quoi. Donc, en fait, bon, finalement, la problématique, est-ce qu'elle est si importante que ça? C'est pas sûr, hein. On voit par exemple que sur Twitter, il y a 1% des utilisateurs qui ont été exposés à 80% des fake news sur les campagnes présidentielles américaines. Donc bon, déjà, voilà, on peut nuancer, hein, et on a 14% de la population qui répond que les médias sociaux sont leur seule principale source d'information aussi, parce que souvent, on a tendance à dire que les fake news, eh bien, les gens aujourd'hui s'informent par les réseaux sociaux, et en fait, non, la télé reste encore le média principal qu'on mobilise pour s'informer.
Donc ensuite, il y a plusieurs choses de ce type qu'on met en avant, hein, pour montrer, là je vais aller vite, hein, mais pour montrer que ces fake news, elles ont un pouvoir sur les personnes. Et en fait, bon, voilà, moi je pense qu'il faut nuancer. Et on peut aussi se poser la question, un collègue sociologue qui se pose cette question-là, de est-ce que les fake news, ce n'est pas une panique morale quelque part des élites lettrées vis-à-vis de la perte du monopole, hein, donc elles souhaitent exercer sur la production et la diffusion des savoirs qu'elles élaborent. C'est vrai qu'après tout, on peut se poser cette question-là. Même si, encore une fois, je pense qu'effectivement, en disant ça, je ne dis pas que les fake news n'existent pas, et je ne dis pas que ce n'est pas problématique, hein. La rumeur a toujours existé, et les réseaux sociaux ont tendance à amplifier ça, et ça pose un certain nombre de problèmes, hein. Je vais le développer, mais en même temps, encore une fois, il faut garder toujours l'idée des proportions, hein. Donc du coup, je pense que par exemple, une contextualisation socio-historique, quand on travaille sur des problématiques ergonomiques, est important, quoi, déjà pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc ensuite, on voit qu'il y a trois grandes postures, hein, pour aborder les fake news. Alors celle que je pense les ergonomes, vous connaissez bien parce que c'est vos psychologues qui l'ont mis en place. La première, hein, c'est souvent, on dit que les fake news, elles circulent à cause de la crédulité des individus. C'est parce qu'on est crédule finalement qu'elles circulent. On se dit, on va travailler sur ça. Donc ça repose sur l'idée qu'en fait, la psychologie du raisonnement nous dit, bah, tiens, quand on raisonne, on a deux grands types de systèmes. Le système 1, je pense que vous connaissez tous le système 2, hein, un système réflexif intuitif. Et en fait, bon, le système 1, il est fait pour corriger le système 2, hein. C'est aussi ce que les économistes comportementales mettent en œuvre dans leurs travaux. Donc, il y a une espèce de paternalisme libertarien comme ça qui dit qu'en fait, il faut éduquer à l'esprit critique. Et si on éduque à l'esprit critique, bon, ben, on réglerait le problème des fake news. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, c'est très bien, hein, il faut toujours éduquer à l'esprit critique, c'est important, mais en fait, à mon sens, hein, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte quand on cherche à comprendre déjà comment ces fake news circulent, mais comment aussi on peut régler le problème. Et donc, c'est les aspects plus collectifs, hein. Voilà, si les fake news circulent, c'est parce qu'aussi, on a un environnement socio-politique et socio-économique qui favorise un peu cette circulation-là. Donc, travailler sur l'esprit critique, c'est bien, mais ce n'est pas, à mon avis, la seule chose qu'il faut faire. Donc, du coup, le sociologue, hein, peut venir aider un peu le psychologue, à mon avis, comme ça, pour se dire, bah, tiens, nous, on va considérer que les fake news, quelque part, c'est la production d'un agencement socio-numérique et sociopolitique. Donc ça, il y a plusieurs travaux, hein, des collègues qui mettent en avant qu'effectivement, hein, ce qui est important, c'est de comprendre un peu, hein, dans quel environnement ces fake news elles sont produites, de suivre les circuits en fait, de production de ces fake news, qui les envoient, voilà, comment ça marche, est-ce que les systèmes sociotechniques ne favorisent pas leur circulation. Donc notamment dans le cadre, hein, encore une fois, de la problématique de l'économie de l'attention. Le fait que des likes, hein, ça pour les ergonomes, je pense que les interfaces, vous regardez les interfaces par exemple de Facebook, hein, ou de Twitter, hein, ça favorise vachement, quoi, parce qu'on a à la fois encore une fois, des algorithmes qui vont mettre en avant, hein, ce qui fait un peu sensationnel, etc., parce que le système il est paramétré pour optimiser l'attention que vous passez sur la newsfeed, quoi. Regardez les newsfeeds. Donc, quand vous likez, etc., la machine, elle apprend comme ça. Et ensuite, vous avez aussi la brièveté, hein, des messages que vous partagez. Donc, en fait, tout ce système a tendance à mettre en avant ce qui fait le buzz, quoi, hein, déjà. Voilà. Donc, je peux pas, si vous voulez, je pourrais développer plus, mais il me reste peu de temps, donc je vais aller vite. Donc, cette deuxième perspective, elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre, hein, le rôle du système sociotechnique dans la production des fake news. Mais bien évidemment, hein, son problème, c'est qu'elle n'insiste pas, elle ne comprend pas la manière dont les individus, hein, à la fois donc sur le plan vraiment cognitif au sens strict du terme ou sur le plan relationnel, elle participe à les véhiculer. Donc, il y a une troisième posture, hein, un peu intermédiaire finalement, entre les deux premières que je viens de présenter, qui s'intéresse au principe de vigilance épistémique, hein, c'est-à-dire que là, on considère plus tellement que la fake news est liée à la crédulité qu'on a, au biais cognitif, hein, qu'on développe, mais plutôt au fait qu'en fait, eh bien, c'est lié à un problème de vigilance épistémique qu'on met en œuvre dans les discussions qu'on peut avoir au quotidien. Donc, c'est une perspective qui insiste cette fois-ci un plus sur l'aspect relationnel, un peu, hein, de dire, alors là, si vous voulez, c'est pareil, on pourra développer, mais il y a des façons, hein, dans les interactions quotidiennes de favoriser la vigilance épistémique d'autrui, hein.
Donc voilà, c'est une troisième approche qui permet cette fois-ci d'aborder les fake news, par exemple, un peu différemment, hein, en insistant sur les aspects relationnels. Donc là, hein, en conclusion, hein, simplement par rapport à ce cas-là, hein, moi, je pense qu'en fait, l'idée d'articuler les différentes disciplines eh ben, sont finalement intéressantes, hein, surtout quand on travaille sur la question éthique. Et là, vous voyez, si on articule finalement les perspectives un peu plus centrées sur l'individu, sur la relation ou sur les structures, eh bien, on peut penser, hein, à développer voilà, une meilleure coordination, hein, entre les différents acteurs, hein, en jouant à la fois sur l'esprit critique, à la fois sur la vigilance épistémique, ou encore en jouant sur la production, hein, sur le caractère produit, hein, des fake news au niveau des systèmes sociotechniques. Donc, je m'arrête là. Voilà, je crois que je suis dans les 20 minutes. Hein. Ben, je préfère si vous avez des questions. Hein, voilà. Là, j'ai pris le parti, encore une fois, d'exposer ça pour mettre en avant, hein, l'argument principal que je souhaitais mettre en avant, c'était qu'en fait, je pense, hein, que si on s'intéresse encore une fois aux questions éthiques. Il faut essayer, à mon avis, une bonne façon de les aborder. Bon, là, j'ai pris l'exemple des fake news, mais on pourrait parler d'autres choses. C'est effectivement de mélanger aussi un peu les perspectives et de centrer, hein, le travail finalement sur une bonne compréhension, hein, des usages et de la conception de ces technologies, encore une fois. Avant de se poser des questions éthiques, regardons qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont les contraintes et les ressources que les acteurs de la conception, voilà, qui les poussent à développer des technologies de telle et telle façon. Et puis, eh bien, effectivement, comment les acteurs les utilisent. Et à partir, je pense que si on fait un travail sur ces deux aspects, eh bien, on peut revoir, hein, l'ergonomie. Par exemple, Facebook, hein, il y a des collègues qui proposent des choses très simples, hein, mais sur Twitter, vous savez, on partage tous les informations comme ça sans même les lire. Et donc, ne serait-ce que faire un petit bouton, voilà, qui explique, eh bien, tiens, vous avez partagé, mais vous n'avez pas lu, donc ne partagez peut-être pas. Eh bien, c'est une façon finalement voilà, de favoriser la vigilance épistémique dont je parlais tout à l'heure, par exemple. C'est un tout petit exemple, hein, tout un tas de choses comme ça à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Oui, regarde s'il y a des commentaires. D'abord, merci pour ta présentation, c'était super intéressant. Désolée que tu aies été obligée d'y aller un peu vite, parce que vraiment, c'est un thème, en tout cas, moi, j'apprécierais d'en discuter plus. Je me demandais juste, bon, quand on met les chiffres, tu parlais rapidement de Donald Trump et du fait qu'il a été en fait vu à 0,8% du. C'est ramené à la totalité de tous les tweets. Mais après, il y a les notions de ce tout petit chiffre et de l'impact qu'il peut avoir en fonction de son audience, quoi, qui est d'être aussi une perspective sans doute à mettre en place en fonction, même si le chiffre paraît petit, on a bien vu qu'il y avait eu un impact énorme. Voilà. Oui, oui, non, non, ça c'est sûr. Hein. Quand je dis ça, c'est pas pour, c'est pas pour minimiser le fait que, encore une fois, il y a des enjeux importants sur les fake news. Hein. C'est pour ça qu'on travaille dessus, mais c'est vrai qu'il faut raison garder, quoi. Et notamment sur la loi des fake news, de dire, ah ben tiens, on va développer des modérations, des systèmes de modération. Moi, je comprends que certains collègues disent, bah, c'est pas sûr que ce soit la bonne façon de faire, quoi. Les caves du web, elles existent toujours. C'est pas forcément sur ça qu'il faut jouer. J'ai un collègue, Dominique Cardon, qui expose ça très bien, hein, qui explique qu'en fait, bon, pour lui, de son point de vue, c'est effectivement pas sur que ces caves du web, elles existeront toujours et que, par exemple, un truc sur lequel on peut jouer aussi, c'est les responsabilités des acteurs eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que les acteurs politiques, il y a une espèce de couplage entre le système médiatique télévisuel, par exemple avec Trump, c'est Fox News, et Fox News, en fait, va récupérer les informations du cave du web qui sont déjà remontées par certains acteurs qui ont beaucoup de suivi. Hein, vous savez, avoir un compte quand vous avez 3 millions d'abonnés, 8 millions, 20 millions, 50 millions d'abonnés, ou quand vous en avez 20 ou 30, ce n'est pas la même responsabilité quand vous partagez une information. Du coup, il y a un système qui fait que ces informations elles remontent des caves du web et elles sont relayées par les médias. Et là, quand elles sont relayées par les médias, effectivement, ça pose des problèmes importants. Mais son argument, c'est de dire, encore une fois, bon, lui, dans son cas, il est un peu,
bon, c'est normal, c'est sa position de sociologue aussi, mais pour lui, par exemple, on travaillait sur la pensée, sur l'esprit critique, ça n'a pas tellement d'importance, et en plus, il pense que que c'est une façon aussi de dire, bon ben voilà, il y en a qui pensent pas bien, il faudrait les rééduquer à penser, etc. Bon, moi, je pense qu'on peut jouer à tous les niveaux et que c'est bien de jouer à tous les niveaux, mais c'est vrai qu'effectivement, si vous insistez simplement sur l'aspect crédulité, je pense que vous ne comprenez pas tout le problème, quoi. Voilà.